Ce dimanche, en Formule 1, Abu Dhabi, roi des dimanches de sieste, héberge une finale du championnat qui a tenu le monde en haleine jusqu'au dernier tour. Carlos Sainz fait un podium dans l'anonymat, le nom de Nicolas Latifi entre dans les grandes pages de l'histoire, et la direction de course crée le premier règlement quantique de toute l'humanité en mélangeant deux moitiés de règles qui ne vont pas ensemble, créant une controverse sans précédent, du jamais vu en Formule 1 depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021. Les changements apportés au tracé d'Abu Dhabi semblent s'être révélés efficaces, et à titre personnel, j'admets que si je suis toujours loin de porter le tracé dans mon cœur, les deux nouvelles épingles se sont révélées intéressantes tant en F1 qu'en F2, même si le secteur 3 reste l'une des sections les plus contraintes du monde à côté d'un port et sous un hôtel. Et avec quelques doses de drama pour relancer la course à tous les niveaux, cette dernière manche a apporté presque tout ce qu'on pouvait espérer. Je laisserai aux autorités compétentes la polémique quant à l'arbitre qui ne respecte pas les règles, car je pense pas être capable d'apporter quoi que ce soit de factuel sur les raisons qu'il y a eu derrière cela, ni d'ajouter quoi que ce soit de pertinent supplémentaire par rapport à Jean-Michel Canapé. C'était un beau championnat, on allait avoir un beau vainqueur dans les deux cas, et outre la conclusion de ce Grand Prix qu'on va laisser de côté, on peut vraiment trouver dommage qu'un titre soit décidé sur un seul Grand Prix et pas sur la combinaison des 22 Grands Prix du calendrier. C'est déjà le cas ? Comment ça ? À 10 tours de la fin, Christian Horner disait qu'il faudrait un miracle pour que Verstappen puisse revenir sur Hamilton et gagner la course, et c'est à peu près ce qu'il lui fallait après un envol pas brillant depuis une belle pole position, et un miracle, c'est exactement ce qu'il a eu. Il faut avoir un peu de chance pour gagner en Formule 1, et c'est pas nouveau. À force de revoir les images, je continue d'admettre que le plongeon que Verstappen a fait au départ pour reprendre sa position qu'il a perdue face à Hamilton était désespéré. Mais au final, en revoyant les images, en me plongeant un petit peu plus, avec beaucoup plus de recul peut-être sur ce Grand Prix, je dois revenir sur ce que j'ai dit, je trouve vraiment que le dépassement est dans les règles. Il est entre les lignes blanches, Lewis a laissé la place à l'intérieur, Maximus a pris cet espace à l'intérieur. Il a été rusé, l'Hamilton, n'empêche, parce que l'attaque de Verstappen l'a quand même forcé à élargir la trajectoire pour éviter l'incident. Il a ensuite coupé le virage pour garder l'avantage et même creuser un peu l'écart. Et sincèrement, c'est du premier tour. Je trouve qu'Hamilton a justement très bien placé sa voiture pour justifier son action, c'est-à-dire juste de sortir de la piste. Il s'est pas rabattu derrière lui, au contraire il a fait « Oh mince, il me pousse dehors, regarde, je suis obligé de couper là !» J'ai aucun problème avec ça, aucun problème avec le fait que l'incident ait été ignoré par les commissaires. Pour moi c'est de la course, tant qu'évidemment ils font pas ça tous les tours. En ayant pris la position de partir avec les pneus tendres pour compenser le manque de rythme face à Mercedes, Verstappen a souffert et a dû s'arrêter assez rapidement, ce que Hamilton a imité, et c'était parfaitement logique et bien joué évidemment de Mercedes, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et malgré un Sergio Pérez qui a tout fait pour ralentir Lewis, une voiture de sécurité virtuelle qui a offert un arrêt gratuit à Verstappen, il avait juste pas le rythme pour le suivre et le rattraper, et quand on sait que Red Bull continuait d'apporter des améliorations depuis le début de l'année et que Mercedes n'a presque pas utilisé de jetons de développement cette année, c'est-à-dire que la Mercedes a pratiquement 2 ans maintenant, c'est plutôt incroyable ce qu'a accompli l'écurie allemande cette année. Après la voiture de sécurité en fin de course, Maximus a eu un arrêt gratuit, il a pu chasser Lewis dans le dernier tour sans trop de difficultés, et juste pour mettre un petit peu d'huile sur le feu parce que je suis un petit peu bête, je me demande en plus vraiment si c'était utile ce qu'a fait la direction de course de forcer un petit peu en quelque sorte la lutte Hamilton-Verstappen en dégageant 6 retardataires au lieu de tous les dégager, enfin de faire ça proprement, réglementairement. Je me demande si ça aurait servi à quelque chose parce que des retardataires ça gêne, mais ils ont des drapeaux bleus, Verstappen a des pneus neufs. Les gars sont pas trop bêtes, ils savent qu'ils sont en plein milieu d'une lutte mondiale et que Verstappen il va foncer comme un tocard, donc eux ils ont des gros points marqués pour eux, donc ils se seraient certainement écartés sans trop poser de problème, j'imagine. Pour aborder la prestation de Lewis, elle a frisé la perfection du départ jusqu'au drapeau à damier. Donc au final, cette victoire perdue dans le dernier tour ne peut être mise au crédit qu'à l'infortune d'une Williams, et certainement pas sur le dos de l'écurie, parce que
Je pense que Mercedes a pris les bonnes décisions en le laissant en piste lorsque la voiture de sécurité est arrivée en fin de course, simplement parce qu'avec tout juste 11 secondes d'avance, il ne pouvait pas s'arrêter sans prendre le risque que Verstappen reste en piste. Et avec seulement 5 tours, c'était presque impossible de savoir si la course allait reprendre, et donc risquer de perdre la victoire bêtement sous le drapeau à damier. Est-ce que vous imaginez si Hamilton s'était arrêté, Verstappen ressort premier et gagne sous voiture de sécurité? Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'équipe, il n'y avait que 2 options, donc prendre le pari de rester en piste, ou prendre le pari de s'arrêter et de se retrouver dans la situation que j'ai exposée. Donc en gros, il y a 2 options et les 2 sont perdantes. C'est ce que j'exposais pour le Grand Prix de Hongrie lorsque Hamilton ne s'est pas arrêté lorsque la course a repris suite au drapeau rouge, lorsque Norris ne s'est pas arrêté au stand alors que la pluie arrivait en Russie. Parfois, être premier, c'est pas toujours la meilleure position tant que le drapeau à damier est pas tombé. Sergio Pérez abandonne sur casse moteur, mais c'était une 3e place d'assuré à 3 tours de la fin, et surtout un week-end que aucun Barrichello, que aucun Bottas pourra se vanter d'avoir accompli dans toute l'histoire, parce qu'on peut défendre avec justesse que Red Bull perd au constructeur à cause de sa longue période d'adaptation, qu'il a été trop inconstant en comparaison de Bottas, mais quel service de Checo dès les qualifications à offrir l'aspiration à Verstappen pour l'aider à enregistrer une pole pas du tout déterminante comme on l'a vu, mais ça ne l'a pas empêché en plus de cela d'enregistrer un tour compétitif, 4e sur la grille même si c'est derrière une McLaren, et d'avoir un début de course également compétitif. Rapidement 3e au départ, il était dans les temps de Verstappen, mais sa course, et peut-être, j'ose le dire là mec, peut-être même sa carrière sera déterminée par ce tour de défense simplement magistral devant Hamilton, avec des pneus tendres en fin de vie contre des pneus durs mais qui étaient neufs. Il a non seulement réussi à tenir sa position, mais aussi à ralentir Hamilton, tel un Hamilton en 2016, et ce sans la moindre erreur, en offrant 6-7 secondes gratuites à Verstappen, et un beau petit coup de DRS et d'aspiration gratuit pour conclure tout cela. C'est un beau combattant le Pérez quand il n'est pas dans ses mauvais jours, et j'espère le voir capable de tenir le rythme en 2022, parce que pour moi c'était un des moments forts du week-end, et vas-y j'ose le dire, et même de la saison, puisqu'au final ça s'est quand même révélé déterminant. Quant à Valtteri Bottas, je comprends pas, sincèrement, je comprends un petit peu. Apparemment, c'est les réglages qu'il a choisis, il s'est plus orienté sur des réglages de course qui n'ont pas marché en qualif et qui n'ont pas marché en course. Mais quelle triste fin de parcours chez Mercedes, donc 6e en qualification, il a eu un départ... C'était pas le meilleur de sa carrière, on va dire, c'est un euphémisme. Il a passé tout son premier relais derrière Tsunoda en 8e position, ne parvenant pas à dépasser. Apparemment aussi, il avait un moteur beaucoup plus usé, mais je crois pas que Tsunoda avait particulièrement quelque chose de plus neuf, donc c'était compliqué pour Bottas de suivre et dépasser. Par contre, son second relais en pneus durs était bien meilleur. Il a pu dépasser Leclerc, qui était à l'agonie, mais il n'a pas pu dépasser Norris avant sa crevaison. Cela n'empêche qu'à la relance, il s'est fait avoir par les AlphaTauri, tombant de la 4e à la 6e place. Tsunoda l'a eu comme Verstappen a eu Hamilton au départ, du coup non, il l'a pas eu, mais il a tenté de l'avoir. À savoir, Bottas a laissé la porte grande ouverte en bout de ligne droite, Tsunoda a laissé sa carte de visite et il est parti. Et ensuite, il y a Gasly qui a eu un beau petit coup d'aspiration pour le dépasser dans la ligne droite suivante. Mais ça reste bien triste comme conclusion et on va essayer de oublier un petit peu ce Grand Prix et de se rappeler des moments un petit peu plus glorieux, par exemple en Arabie Saoudite où il avait fait un très bon week-end. Ce qui ne sera pas triste, c'est de voir Yuki Tsunoda enregistrer son meilleur week-end en Formule 1. Il bat Gasly en qualification pour la première fois en passant en Q3 avec les pneus médiums, ce qui n'était pas une mince affaire ce week-end. Son temps en Q3 était très bon, mais bon, il a été annulé parce qu'il est sorti des limites de la piste en attrapant un petit survirage dans le dernier virage. Mais il a eu un bon départ, un bon rythme pour conserver sa 6e place en fin d'épreuve. Il a profité de la voiture de sécurité en fin de course pour s'arrêter, mettre des pneus neufs et prendre la 4e position à Bottas. Gasly, de son côté, a souffert tout le week-end pour trouver le bon équilibre dans ses réglages. Il a été un des seuls à démarrer en pneus durs sur une stratégie inversée, donc pour conserver sa place dans le top 10, ce qui lui a permis de conserver sa place dans le top 10 après un bon départ et son arrêt pour chausser les pneus médiums.
Il a ensuite pu imiter Tsunoda lors de la dernière voiture de sécurité pour mettre les pneus tendres, passer Bottas et conclure en 5e position, traduisant un mauvais week-end avec un très bon résultat. Et pour cette fin de saison, je me permets une petite digression pour remercier les éditions Amphora de me permettre de vous présenter l'ouvrage « Les circuits à la loupe ». Ce n'est pas une fusion de 2 chaînes YouTube que vous connaissez bien, mais c'est une invitation à vous plonger sur des tracés qui comportent des pistes historiques qui ont fait la légende de leur sport, mais aussi d'autres plus modernes qui ont aidé à faire basculer la discipline au XXIe siècle. Entre une présentation très géographique via Google Earth et quelques belles images d'illustration pour ceux qui savent pas lire comme moi, vous y trouverez des statistiques, des records et surtout de belles anecdotes pour présenter les virages de 26 tracés que nous connaissons bien, dont tous ceux qu'on a au calendrier. Vous pourrez le trouver sur le site des éditions Amphora ou chez tout bon libraire qui se respecte. Maintenant que j'ai assez digression, je vais poursuivre un petit peu en parlant des Ferrari, puisque je trouve qu'on a une belle allégorie de la saison, avec Carlos Sainz qui enregistre un de ses meilleurs week-ends de l'année, et Leclerc, lui, un de ses plus mauvais. 5e en qualification devant Bottas, Carlos a passé Norris au départ, il s'est brillamment maintenu en 4e place et a donc récupéré la 3e position après l'abandon de Pérez. Il était à un rien de se faire prendre par Tsunoda avec ses pneus neufs à la fin, mais le japonais est arrivé un peu trop tardivement, j'avoue qu'avoir un petit Tsunoda sur le podium quand même, ça aurait été quand même assez excellent. Mais bon, tout cela mis de côté, pour parler un petit peu de Leclerc, il a eu une erreur dans son dernier tour qui lui a coûté une probable 3e place sur la grille, parce qu'il faisait un très bon tour. Il a fait cette petite erreur dans le dernier secteur, il a dû se contenter de la 7e place. De toute façon, il a galéré tout le week-end, donc même si c'est toujours un petit prodige pour trouver du chrono dans la dernière séance de qualification à Leclerc, on se rappelle en Arabie Saoudite aussi où il était en galère tout le week-end et en Q3 il a sorti un temps monstre. Il n'empêche qu'il est toujours pas dans le coup, il a toujours du mal avec la voiture en cette fin de saison. Là il tenait sa 6e position jusqu'à ce qu'il perde totalement l'arrière sur ses pneus soft usés dans le 3e virage. Il a fait une grosse sortie de piste, ce qui lui a coûté la place face à Tsunoda. Il est ensuite passé au stand pour chausser des pneus durs. Ça marchait pas trop, il s'est dit que ça allait pas tenir jusqu'au bout, donc quand il y a eu la voiture de sécurité virtuelle, il s'est arrêté une nouvelle fois pour chausser les médiums, et c'était une terrible erreur parce qu'il s'est retrouvé enlisé en queue de trafic derrière des Alpines, Ricciardo, tout ça, qui avait un beau petit train de DRS et il n'a pas su dépasser et tout juste sauver un petit point au final. Et pour poursuivre avec la course des McLaren, Norris réalisait quant à lui le tour parfait à l'inverse de Leclerc en prenant cette 3e position dans une McLaren qui semble toujours trop loin de là où on l'attend. Il n'a pas résisté très longtemps face à Pérez, c'est Sainz au départ, mais il a bien tenu sa position jusqu'à ce qu'une nouvelle crevaison lui gâche sa 5e position. Il a au final sauvé la P7, mais je pense que c'est dur de trouver quoi que ce soit à lui reprocher encore une fois, mais Norris, j'ai l'impression que tout le monde fait la fixette sur le Grand Prix de Russie où il perd la victoire et où depuis, oh là là, il est plus là Norris. Vraiment, un petit coup d'œil sur les courses et regardez la quantité de poisse qu'il s'est pris. C'est un nouvel exemple aujourd'hui. Pour ce qui est de Ricciardo, toujours un peu en difficulté, cette fois-ci pour mettre les pneumatiques en température. Ça a failli lui coûter la Q3 d'ailleurs, mais bon, ça n'a pas tant changé grand-chose, puisqu'il s'est retrouvé bloqué dans un groupe de voitures, comme je le disais, derrière les Alpines. Il a pu mettre des pneus soft lors de la dernière voiture de sécurité, mais il n'a pas pu en profiter, puisque le règlement improvisé la dernière seconde par la direction de course ne lui a pas permis de suivre les voitures qui se défaisaient d'un tour de retard. Et j'ai dit que je parlerais pas de cette connerie, parce que, voilà, on m'a assez reproché de trop taper sur le gentil Massy cette année, mais que la FIA soit sympa et qu'ils triplent leur budget pour l'an prochain, qu'ils puissent avoir quelques suppléants, histoire qu'ils puissent un peu plus respirer pendant les Grands Prix. Fernando Alonso fut bloqué en Q2 à cause du stupide trafic qu'on a eu en fin de Q2. J'ai pas envie d'en parler, mais j'espère juste que 2022 va amener une nouvelle philosophie des qualifs, parce que c'était n'importe quoi et c'est pas la première fois cette année. Bref, il était le second pilote à démarrer en pneus durs et il a profité de la voiture de sécurité virtuelle pour passer en pneus médium. Il a fait une belle remontée jusqu'en 8e place,
Mais je dois avouer que c'est clairement pas un de ses meilleurs week-ends cette année, contrairement à Ocon, même si sa 9e place finale trahisse un peu la réalité. Parce qu'il a réussi à passer en Q3, prendre un très bon départ, mais il aura perdu les positions face à Gasly et Alonso lors de la voiture de sécurité virtuelle. Mais après un milieu de saison un peu compliqué, je trouve qu'il conclut également l'année sur une très belle série, avec de belles prestations, et il contribue à verrouiller la 5e position constructeur pour Alpine. Donc merci au consistency. Au rage, au désespoir, au Aston Martin qui semblait totalement impuissante, avec Vettel passant tout juste en Q2, même si le trafic l'a pas aidé. Après un départ un peu compliqué, il nous a offert une belle frayeur en lutte contre son coéquipier pour la 14e place, et il a réussi à bien remonter, faisant même oublier l'existence de Stroll ce week-end, mais le gros bazar de la voiture de sécurité en fin de course lui a ruiné toute chance de points, même si, à la régulière, malgré sa belle course, je pense qu'il avait aucune chance d'entrer dans les points. Et pour Stroll, j'ai un peu touché. Bonne qualif dans l'ensemble. Il y a même beaucoup de mieux en qualification sur cette fin de saison. Mais avec ce qu'il avait entre les mains, je pense que voilà, lui aussi, il n'a pas pu faire bien mieux. Donc, on pourra en dire autant chez Alfa Romeo. Au final, c'est assez triste pour les pilotes. Peut-être plus triste que d'habitude, puisqu'on avait les départs de Giovinazzi et Raikkonen. Jojo était dans le fond du groupe pour les petits points jusqu'à ce qu'il soit victime d'une panne hydraulique. Quant à Papikkonen, c'était tout aussi mou, même encore plus, puisque il n'a pas vraiment réussi sa qualification restant bloqué en Q1. J'ai du mal à blâmer les pilotes pour ce coup. Il était en queue de peloton en lutte contre les Williams avant d'avoir des problèmes de frein. Et c'est jamais bon de continuer en Formule 1 quand on a des problèmes de frein. On en dira un peu plus un autre jour, mais on ne pouvait pas s'attendre à quoi que ce soit de plus glorieux pour la dernière course de sa carrière dans cette très modeste Alfa Romeo. La dernière image qu'on aura de Kimi, c'est celle où il quitte le paddock avec sa famille, et ce sera probablement la dernière qu'on aura jamais de lui avant des décennies, parce que s'il a décidé de partir, c'est qu'il voulait s'amuser ailleurs. Voilà, il s'amusait plus ici, et c'est probablement ça qui marquera le personnage de Kimi. Il faisait ce qui lui faisait plaisir, et quand il en avait marre, il arrêtait. Et quant à sa carrière, c'est difficile de le voir aujourd'hui à cause de toutes ces années en fond de grille, des saisons un peu en dents de scie chez Ferrari, mais je pense que dans quelques années, on prendra un peu mieux la mesure de son immense carrière, et qu'on dira pas juste, comme on le fait beaucoup maintenant, que Kimi, oh là là, c'était le meilleur pilote dans ses années McLaren, tout ça. Je pense qu'on pourra constater qu'il a été un pilote brillant pendant 19 saisons, même s'il n'a pas toujours été au même niveau, sur la fin surtout, et je pense qu'avec beaucoup de recul, on pourra bien mieux l'apprécier. Schumacher m'a purement bluffé dès les essais libres 1, il semblait en confiance avec cette machine, encore pas loin du reste du paquet en qualification. Il s'est arrêté assez tôt en début d'épreuve pour mener un super long relais avec des pneus durs, et ce qui lui a permis de tenir les Williams sans respect et terminer 14e en ayant mis des pneus soft lors de la voiture de sécurité finale. Allez savoir ce qu'il aurait pu faire si la direction de course avait respecté le règlement et laissé les retardataires ensemble, parce que devant lui, c'était des pilotes qui étaient sur des durs usés. Mais bon, son calvaire de 2021 est terminé, tout comme celui de Nikita Mazepin, qui lui a eu plus de chance puisqu'il a même pas eu à subir la course en étant testé positif avant le Grand Prix, et aussi le calvaire de Russell qui s'est terminé à cause d'un débris coincé dans la voiture qui a conduit à une surchauffe. Une triste conclusion à sa carrière chez Williams, mais cette semaine il conduit une Mercedes et l'an prochain il devrait être en assez bonne position, donc il n'a pas trop de quoi se plaindre. Et Nicolas Latifi, il est venu faire acte de présence ce week-end, encore une fois, donc on le met présent sur l'affiche. Pourtant, si j'arrête d'être de mauvaise foi, il a été très bien en qualification, battant Russell pour la seconde fois en 2 ans, et même s'il pensait que sans une petite erreur dans son dernier tour, il aurait pu passer en Q2, ça restait une nouvelle fois une qualification correcte. Il s'est fait undercutter par Schumacher en début de course, comme je le disais, vu qu'il s'est arrêté assez tôt, donc il a dû le chasser en fin d'épreuve avant de perdre la voiture et de se crasher, et causer le plus gros effet papillon de l'histoire en faisant découvrir son nom à des personnes qui ne
savent rien de lui et affichent ouvertement leur haine et leur mépris envers lui pour avoir eu un impact sur le résultat mondial, alors que concrètement, entre nous, Latifi, là, on n'a rien à cirer de Hamilton et Verstappen. Lui, il voulait juste reprendre sa position, et un pilote de Formule 1, par définition, ça attaque, ça se bat, que ce soit pour la première ou la 17e place. C'est ce qu'on veut voir en Formule 1, c'est pour ça que tous les pilotes sont si exceptionnels. Même lui. On va enfin pouvoir un peu respirer, c'était une saison particulièrement intense et peut-être le plus beau 1 contre 1 auquel j'ai jamais assisté en 22 ans de passion, et j'admets que ça faisait très longtemps qu'un final ne m'avait pas autant captivé, même si, on va pas se cacher, il y a un petit goût amer pour beaucoup. Je sais que pour certains, le goût est beaucoup plus amer que pour moi, peut-être parce que au final, je m'attendais à peu près à ce qu'il y ait une controverse un peu pénible. Déjà après l'Arabie Saoudite, j'en avais un petit peu par-dessus la casquette Kimoa, si vous voyez ce que je veux dire. Et je m'attendais à quelque chose d'assez désastreux, c'est aussi pour ça que, dès le départ, j'avais été agacé par l'attaque de Verstappen, me disant « Allez, ça y est, ces deux-là, ils recommencent ». Au final, avec un peu de recul, comme je l'ai dit, l'incident du départ, il se la donne, c'était correct, j'ai trouvé un petit peu vicelard des deux côtés. Allez, je prends, c'est pas méchant. Mais cette petite magouille FIAMG-esque, je dois avouer qu'elle est assez peu appréciable, même si certains entendront le terme magouille d'un tout autre sens. Je le dis fort et du haut du cœur. Depuis tout le temps que je regarde la Formule 1, il y a toujours eu des histoires de complot, et si j'étais tombé dans l'une d'elles, j'aurais arrêté la Formule 1 depuis bien longtemps, et c'est pas aujourd'hui que je vais y bouffer. Si cela peut vous aider à peut-être voir les choses sous un autre angle, je vais peut-être essayer de le formuler sous cette forme, et on va conclure avec cette phrase de sagesse: ne pas confondre l'incompétence pour du complotisme. Merci YouTube, j'ai une grosse review à aller écrire pour Noël, on se dit des gros bisous, j'espère t'avoir aidé à passer un bon petit moment, et on se dit à bientôt.